présente, je suis l'enseignante Nasser Abdelachab de l'Université de Sétif. Donc nous allons un peu quitter la France pour s'envoler en Algérie, plus exactement au niveau des hautes plaines sétifiennes, sur lesquelles je vais vous montrer un peu l'état de conservation des mares recensées au niveau de Jbel Megrez. C'est un site généralement qui se trouve à une altitude de 1737 mètres au nord de la ville de Sétif. Et il fait partie des, bien comme je l'ai signalé tout à l'heure, des hautes plaines sétifiennes. Du point de vue géographique, il fait partie du domaine méditerranéen mauritanien ou nord-africain, du secteur constantinois. Du point de vue pluviométrique, il reçoit près de 500 mm d'eau par année. C'est un site, si vous voulez, qui est très riche sur le plan réseau hydrographique. On rencontre des oueds, ce qu'on appelle des rivières, des ruisseaux, ruisselets, des sources et plus particulièrement des mares temporaires. Donc nous avons pu recenser jusqu'à présent près de 40 mares, dont une permanente. C'est les coordonnées géographiques. Nous avons essayé de les cartographier pour les localiser afin de pouvoir les utiliser. Donc voici quelques-unes. Elles se localisent beaucoup plus au nord, sur le flanc nord du Jbel. Donc ça c'est la superficie du Jbel Megrez. C'est beaucoup plus le nord du site qui en compte le plus grand nombre. Certaines au niveau du sud, du flanc sud de Jbel Megrez. Elles sont très riches de point de vue floristique. Là, on a recensé jusqu'à présent près de 76 espèces, entre communes rares et très rares, dont le Bitomus imbilatus, c'est une espèce qui est très rare au niveau de l'Algérie, même à l'échelle universelle. Donc, elle est la seule station recensée en Algérie, c'est au niveau de la Numidie, plus exactement à la Cannes, la région d'Annaba et tout ça. Mais on a pu aussi trouver une autre station sur le Jbel Megrez. Donc là, ça va faire 2 stations de Bitomus imbilatus, avec d'autres espèces qui sont endémiques, le cas de Senecio giganteus. Certaines sont très rares aussi, le Sparganium erectum. C'est une espèce qui est très utilisée par la population rurale. C'est une espèce fauchée et pour utiliser dans la toiture de certaines maisons. La faune, je ne suis pas spécialiste, mais nous avons pu voir des oiseaux, beaucoup plus des canards, cigognes, et des batraciens, des reptiles, comme l'a mentionné tout à l'heure mon collègue sur les mares de Perpignan, donc c'est presque la même faune et flore. Nous avons aussi des oiseaux de différentes catégories. Cependant, ce sont des habitats qui sont très exploités par leur eau, par leur air, pour leur air plutôt. Donc, on a des menaces qui peuvent être naturelles, vu la situation topographique des mares. Elles se trouvent au niveau des pieds de falaise, donc ce qui risque leur comblement, soit par des pierres, soit par de la terre qui est transportée par des sédiments, si vous voulez, comme le cas de cette mare. C'est la plus grande mare jusqu'à présent au niveau du site. Donc là, on remarque que souvent il y a des pierres qui se déposent auprès de la première ceinture, ce que risque l'accomblement avec le temps. Aussi, ce sont des habitats qui sont utilisés pour l'eau, pour leur eau. Donc elles sont visitées par le troupeau. Donc on a le phénomène de piétinement. Et si le piétinement est répété à chaque fois, donc ça risque le tassement de la partie externe, la périphérie de la mare, et ce qui induit une diminution dans la surface de ces mares-là. Nous avons remarqué aussi, ça c'était une mare au préalable en 2005 jusqu'à 2009, c'était une mare à base de Ranunculus aquatilis. Actuellement, nous remarquons un changement au niveau de la physionomie, là où il y a l'installation du Tifa. Une autre mare, donc là on remarque qu'il y a aussi un risque de tremblement par toujours le problème de dépôt de pierre.
Ça, je parle là du côté naturel. Bien sûr, il y a certains propriétaires qui provoquent le comblement artificiel, si vous voulez, soit par le dépôt de déchets, soit par le dépôt de pierres. C'est le cas. Donc on a une mare dans laquelle on voit que les habitants ont installé ou ont créé, si vous voulez, sorte d'un passage par des pierres, ce qui va engendrer, ce passage est créé dans le double sens, soit en tant que passage, soit selon la profondeur de la mare, donc c'est pour garder plus d'eau dans une partie de la mare lors de l'assèchement ou plus en été. Mais c'est un acte pour nous qui peut toujours affecter la mare tout en la comblant dans le temps. Nous remarquons sur la bordure, la première ceinture de la mare, l'installation ou la présence de l'asphodèle. Pour nous, c'est une espèce qui, dans la littérature, c'est une espèce indicatrice de surpâturage, ce qui prouve que ces mares sont exploitées quotidiennement, annuellement, par les habitants, par leur bétail, que je dois signaler entre guillemets, qu'il est livré à lui-même, surtout pour les bovins. Pour les ovins et les caprins, généralement, ils sont suivis par le berger. Donc là, on remarque qu'il y a une dominance, une abondance de l'asphodèle. Donc ça change un peu l'esthétique de la mare et même la physionomie des premières ceintures. Un autre acte anthropique, c'est celui des cas des mares qui se trouvent à l'intérieur des champs de céréales. Donc ça, c'est des terres privées au niveau des fermes d'un propriétaire. Donc il y avait, en 2005, nous avons ça, c'est le complément, il y a un poster qui est la suite ou la continuité de ce travail. Donc là, on a recensé en 2005 6 mares, près de 6 mares, qu'on a nommé complexe de mares de champs de blé. Actuellement, il y a 4 mares qui ont disparu depuis. Et là, on voit l'affleurement de la roche-mère avec les champs des cultures, le labour et quelques flaques d'eau qui restent. Donc, d'ici une année ou 2 ans, cette mare va complètement disparaître. Ça, c'était la mare au préalable en 2005, actuellement, donc complètement envahi par la roche-mère et par la terre labourée. Donc il y a un deuxième phénomène qu'on a pu constater, c'est le pompage ou la captation de l'eau. Donc on a observé généralement soit le captage ou le pompage se fait par des tuyaux qui sont enfouis dans le sol pour l'irrigation des cultures maraîchères, soit c'est des pompages pour remplir des citernes à l'aide d'engins. Bien sûr, la présence d'engins va aussi engendrer le piétinement et même pollution. Il y a des huiles qui sont laissées dans les mares. Ceci dit, on va voir une diminution au niveau du niveau d'eau, ce qui va mener à l'assèchement avec le temps des mares. C'est un site, je parle là de tout le Belmaghreb, c'est un site très touristique. Là, chaque semaine, je ne dirais pas mensuellement, annuellement, chaque semaine, il reçoit énormément de visiteurs de toutes catégories d'âge. C'est un site où on pratique parapente, c'est un site où on pratique des randonnées en bicyclette, des randonnées en cheval à toute saison. Donc ce qui aussi nous mène en priori à proposer, je passe directement aux réglementations, à proposer le site en tant que parc naturel à préserver afin de protéger non seulement les mares temporaires, mais il y a beaucoup d'habitats qui sont présents, tels les prairies, les pelouses, etc. Donc,
comme première démarche, de notre côté en tant que chercheur, parce que nous n'avons pas d'autorité sur ni le site, ni les décisions à prendre. Donc en tant que chercheur, avec nos étudiants, nous avons proposé le classique de sensibiliser les riverains, d'impliquer la population locale en leur expliquant l'intérêt des mares temporaires de point de vue, parce que vu qu'ils font l'agriculture maraîchère et céréalière, ce sont des éleveurs et aussi des apiculteurs. Donc là, on a essayé de leur expliquer que ça affectait les mares, ça peut aussi affecter le rendement de leurs produits en qualité et quantité, donc pour essayer un peu de les influencer, parce que c'est le côté qui les intéresse le plus. Nous avons, parce que sur les 40, je ne vous ai pas dit qu'on a recensé jusqu'à présent 40 mares, dont une permanente. Sur les 40 mares, il y a très peu qui sont menacées de pollution. Donc il y a près de 5 mares, mais c'est déjà un nombre à prendre en considération. Nous avons proposé bénévolement de les dépolluer. Ainsi, ce qui incite, soi-disant, à établir une loi qui peut protéger légalement ces mares, ne serait-ce que sur le plan régional. Je sais que ça va être un peu difficile, mais c'est réalisable. Comme perspective, je vais terminer. Donc, nous avons entamé un projet de recherche afin de continuer d'inventorier les mares qui existent, parce qu'il reste encore des mares qui ne sont pas recensées jusqu'à présent, même sur le site de Belmagres. Nous avons élargi cet inventaire sur toutes les hautes plaines sitifiennes. Là, on a déjà recensé près d'une vingtaine de mares au niveau des hautes plaines sitifiennes, ce qui montre que les hautes plaines sitifiennes ne sont pas uniquement riches en zones humides salées, mais plutôt en zones humides des sources des eaux. Bon, nous avons aussi, ici sujet en train de cartographier toutes les mares à l'échelle des hautes plaines sitifiennes. Et l'objectif principal de cette cartographie, c'est d'identifier les mares qui sont sensibles afin de commencer, je ne dirais pas de commencer, et de penser à comment les préserver et les gérer dans le futur. Voilà, je vous remercie. Quel moment dans l'année les mares sont-elles en eau? Et deuxièmement, où en est votre stratégie de protection de ces milieux, etc. Est-ce que juridiquement vous arrivez à obtenir? C'est la même période que les mares de Perpignan sont aussi apparemment. Donc elles sont sèches en été, elles débutent leur inondation l'automne. Leur inondation, c'est en relation avec la pluviométrie. Donc c'est l'automne, généralement. Elles sont en pleine eau le printemps et en pleine floraison le printemps. Il y a un poster, si vous voulez, là où j'ai mis des photos de périodes d'inondation au niveau d'une mare. Concernant la stratégie de protection, nous avons pour le moment commencé, nous sommes en phase d'inventaire, de recensement, et nous essayons de suivre plus ou moins la dynamique de la végétation. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, nous avons déjà remarqué depuis 2005 jusqu'à 2017 qu'il y a l'envahissement d'une mare qui était censée couverte uniquement de Ranunculus aquatilis. Actuellement, c'est le TIFA qui s'installe. Et si le TIFA s'installe, bien sûr, il va y avoir un changement au niveau de la faune et de la qualité physico-chimique de l'eau. Quand je pensais à la protection juridique autour du... Protection juridique, nous travaillons actuellement avec les services forêts, parce que c'est l'autorité primaire au niveau parce que pour eux, avant, la notion de service forêt, c'était uniquement les forêts. Donc ils ne prenaient jamais en considération les mares temporaires. Maintenant, on essaie de les impliquer dans nos recherches scientifiques afin qu'ils procèdent avec nous
de faire appel aux autres autorités supérieures, de considérer ces mares en tant qu'habitat menacé de disparition si jamais il n'y a pas une stratégie réelle mise sur terre. Vous avez parlé de dépollution bénévole. J'aurais aimé savoir comment vous faites. Manuellement. Manuellement, on passe, lorsque la mare ça se fait beaucoup plus au niveau des mares asséchées. Donc là, surtout là, on a remarqué qu'il y a du fer, il y a des déchets solides qui sont déposés, donc on fera ça manuel. Pareil pour l'asphodèle. Hein. Donc on ne peut pas introduire soit des pesticides, ce qui va impacter l'eau. Donc on essaie de le faire manuellement. On prend un exemple, pas sur toutes les mares, mais un exemple au niveau du site, et on va voir est-ce que ça donne résultat plus tard ou pas. Juste une remarque, hein. Bon, je ne suis pas méditerranéen, je vois. Alors j'ai un problème de formulation. Ces mares ne sont absolument pas temporaires, elles sont permanentes. 18 espèces protégées patrimoniales dans ces mares, ce n'est pas du temporaire, c'est du permanent. C'est du très permanent. Ce qui est temporaire, c'est l'eau libre. C'est pas la mare qui est temporaire. Alors je me demande s'il n'y a pas un problème, quand vous avez des difficultés avec la population, si déjà ce concept de mare temporaire n'introduit pas déjà un risque de dire si c'est temporaire, on pourra le retrouver ailleurs, on va le détruire. Et vous avez envoyé un autre mot, et c'est la même chose pour Nassira. Souvent on parle pas de Nassira, mais toi tu as parlé de friche. Effectivement, c'est la perception qu'ont les gens, parce qu'effectivement, dans le modèle sec, quand elle est en face sèche, bon, c'est quelque chose d'herbe sèche, on parle de friche. Ça aussi, derrière, il y a tout un contenu sémantique, mais aussi, je dirais, socio-économique, qui fait que, évidemment, on a ça vaut rien. Donc je me demande, bien que non méditerranéen, s'il ne faudrait pas un peu faire évoluer ces termes. Au niveau étymologique,